Vraiment pas de chance. Lui qui se plaignait à tout le monde de ses insomnies. C'est pour ça que je suis veilleur de nuit, aimait-il dire. Eh bien, pour une fois qu'il s'est endormi, en plein travail en plus, il n'a vraiment pas eu de chance, car il était complètement cramé quand les pompiers l'ont découvert. C'est grâce au bouton doré de son uniforme qu'on a pu l'identifier. C'est dire. Moi, je pense à tout ça, la vie, la mort, le destin et tout le grand toutim en observant la foule qui se presse au bar. Des employés de la compagnie, des comptables, des secrétaires, des vendeurs, enfin, tous ceux qui sont venus travailler sans avoir entendu les informations ce matin, parce que s'ils avaient allumé la radio, ils seraient restés chez eux. À 3 heures du matin, tout était fini. L'aile administrative avait brûlé de haut en bas. Avec les registres. Je peux pas m'empêcher de sourire en me rappelant la voix d'Epler, le gestionnaire en chef, quand il m'a téléphoné pour examiner ensemble l'état de certains comptes. Grâce à l'incendie, Epler n'aura plus rien à découvrir. Et grâce au pauvre Mike, l'incendie lui-même s'explique tout seul. Selon la thèse officielle, Mike a commis une imprudence fatale en vidant sa pipe dans une corbeille. Tout est bien qui finit bien. Même si c'est vraiment triste pour ce pauvre Mike. Enfin, c'est la vie. Je regarde mon verre. Le whisky tiède a une drôle de saveur si tôt le matin. L'impression d'ingurgiter un baba au rhum ou aurait macéré des guêpes. J'aurais préféré rentrer directement chez moi, mais quelqu'un m'a pris le bras au moment où je quittais la compagnie et force m'a été de me joindre au petit groupe qui traversait la rue en direction du bar. En plus de tout ça, j'ai été obligé de partager, bien entendu, la consternation générale. Tu parles si je m'en tape. Non, dire que l'incendie m'indiffère n'est pas vrai pour autant, vu qu'il me réjouirait plutôt. La cohue diminue, chacun commence à rentrer chez soi pour des vacances impromptues. Il est temps de vider ce fichu verre de whisky et de regagner mes pénates, moi aussi. C'est alors que je vois Charles Hobson venir dans ma direction. Un gros type aux joues rondes qui sourit tout le temps. Ah, le sourire de Hobson. Pour moi, c'est plus un tic que de la bonne humeur. Je le regarde mal à l'aise en espérant qu'il va passer son chemin. Il m'exaspère, ce type. Trop empressé, trop jovial, même pour un adjoint à la direction des ventes. Il s'arrête pile à ma table et me force à lui rendre son sourire. Le bougre. Une vraie veillée funèbre, hein, Jim? Le pire, c'est que personne ne sait s'il doit rire ou pleurer. Oui, mais enfin, ça fait quand même un sacré choc que je lui réponds comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme des vacances inespérées, Jim. Oui, Charles, ça peut se concevoir, dis-je en me massant la nuque. À mon avis, Jim, cet incendie est une chance pour vous. Comment ça, une chance pour moi, Charles? Ben oui, pas de vérification des livres, vu que c'est la comptabilité qui a brûlé. Ça vous épargne du travail. Je me trompe, Jim? Je parviens à grimacer un sourire. Oui, évidemment, dans un sens, oui. Mais c'est curieux, Charles. J'y avais pas pensé. Mais il faut regarder le bon côté des choses, Jim. Il y a toujours une compensation. Puis, il désigne du menton les dernières personnes agglutinées au bar. Le drame, voyez-vous, Jim, avec presque tout cela, c'est qu'ils se retrouvent en vacances et qu'ils se demandent à quoi ils vont passer leur temps. C'est terrible, ça. Vous trouvez pas? Oui. Et vous, Charles? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai déjà commencé ces sacrées vacances, mon cher Jim. La preuve, je viens de téléphoner à ma femme. Elle passera me prendre dans quelques minutes et nous irons en ville voir des voitures neuves. Peut-être même bien qu'on va en acheter une. Attention, Charles. Il se peut qu'il y ait des licenciements après l'incendie. Vous ne devriez pas vous démunir. Soudain, son regard s'allume et, me semble-t-il, devient moqueur. Ok,
aucune importance, Jim. Je vais avoir des rentrées d'argent sous peu. Un joli paquet. Ah, magnifique, Charles. Magnifique, dis-je en me levant. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Allons donc, Jim. Permettez-moi de vous offrir un verre. Non, Charles, merci. Mais si. Quoi, vous êtes pressé? Voyons, Jim, rappelez-vous, nous sommes en vacances. L'école a brûlé. Hein? Qu'est-ce que vous voulez boire, Jim? J'hésite. Entamer une discussion est inutile, d'autant que ce raseur doit partir bientôt. Alors je me rassieds avec un haussement d'épaule. Un whisky à l'eau, sans glace. Oui, c'est vrai, je me souviens de cette fois où vous êtes venu à la maison. Du whisky tiède, quelle habitude de sauvage. Moi, je ne saurais boire un whisky sans glace. Il commande donc un whisky à l'eau et un whisky avec de la glace. La serveuse apporte la commande et nous gardons le silence un moment. C'est pourtant la glace qui fait ressortir le goût du whisky, murmure le gros Charles Upson d'un air docte. Moi, je vous avoue, je pourrais pas avaler une gorgée de whisky sans glace. Ça, non, jamais. Il prend son verre et fait teinter les glaçons. À la vôtre, Jim, et à votre veine extraordinaire. Quoi? Ma veine, Charles? Ben oui. La nuit dernière, Jim, vous m'avez tout l'air de l'avoir échappé belle. Soudain, j'ai une terrible migraine. L'impression qu'on enfonce un pic à glace entre mes oreilles. C'est injuste, moi qui ne mets jamais de glaçons dans mon verre. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, le gros Charles Upson? L'aile administrative de la compagnie qui m'emploie a été ravagée par un incendie la nuit dernière, faisant une victime, Mike, le gardien de nuit. On soupçonne d'ailleurs le pauvre Mike d'être l'auteur involontaire de l'incendie, en vidant imprudemment sa pipe dans une corbeille à papier. Dommage pour le vieux Mike, mais tant mieux pour moi, car le sinistre a détruit certains livres de contes qui m'auraient causé pas mal d'ennuis, si vous voyez ce que je veux dire. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que le gros Charles Upson s'assied à ma table, dans le bar d'en face, pour me signaler qu'il m'a vu quitter la boîte quelques minutes avant l'incendie. Bizarre, non? Bizarre et embêtant. Je dépose précautionneusement mon verre sur la table. Les muscles de ma bouche se tendent. Mon sang se met à battre violemment à mes tempes. Je parviens à articuler. Je ne comprends pas, Charles. Upson hausse un sourcil l'air innocent. Voyez-vous, mon cher Jim, j'avais travaillé tard pour me mettre à jour et je me suis arrêté ici pour boire un dernier verre avant d'aller me coucher hier soir. Vous sortiez juste par la porte de côté quand je suis parti chez moi. Il devait être 1h30, 2h du matin. Non, vous vous trompez, Charles. Ah bon? Il était plus tard? En tout cas, c'était au moment où l'incendie a éclaté. Dommage que vous n'ayez pas emmené le pauvre vieux Mike avec vous. Non, impossible que ce fût moi, Charles. Je dormais à cette heure-là, voyons. Entre nous, Charles, combien avez-vous bu de dernier verre hier soir? Oh, rassurez-vous, Jim. Je n'en ai pris qu'un. Et je suis certain que c'était vous. C'était bien vous, Jim. Le gros porc me fixe avec un détestable sourire. Nous n'avons pas le temps d'en discuter maintenant, cher Jim. Je pense que mon épouse m'attend dehors. Mais pourquoi ne passeriez-vous pas à la maison cet après-midi? On en reparlerait tranquillement.
Je crains fort qu'on n'ait rien à se dire, Charles. Il se lève et étire sa grosse masse. Venez tout de même, Jim. Mais pourquoi, Charles? Nous boirons un verre en parlant de l'argent qui ne va pas manquer de tomber dans mon escarcelle. Si vous voyez ce que je veux dire, cher Jim. Alors à 4 heures chez moi, hein? Mais vous y serez. J'ai le pressentiment que vous y serez. À tout à l'heure, cher Jim. Je le regarde quitter le bar, figé sur place, les tripes nouées de peur. Hobson sait. Hobson a tiré toutes les déductions qui s'imposent, même en ce qui concerne l'argent. Il ignore le montant de la somme, mais il sait que j'ai puisé dans le pactole. Maudit Hobson. J'écrase mon poing contre la table en regardant la glace fondre dans son verre. Ah, si seulement les cubes étaient de l'arsenic. Que faire, bon Dieu, que faire? Acheter son silence? Ridicule. Quelle que soit la somme que je donnerai la première fois, ce ne sera que des arts. Un petit avaloir sur une dette jamais éteinte. Il va m'extorquer jusqu'au dernier dollar. Il n'y a qu'une seule manière de m'en sortir, n'est-ce pas? Une manière rapide, subtile, sans trop de risques et radicale. La chaleur du whisky me réconforte tant soit peu, tandis que je me ronge les méninges en considérant le verre de ce salaud. Il ne reste que quelques glaçons flottant à la surface d'un liquide pâle. Quelques glaçons. C'est la glace qui fait ressortir le goût, avait-il dit. Mais bon sang. Mais c'est évident. Évident. Je vide mon verre et je sors. Le plan est simple, direct et immédiat. Hobson et sa femme seront en ville pour quelques heures. L'unique problème sera de m'introduire discrètement chez eux. Je laisse ma voiture au parking et file en autobus au centre commercial à quelques kilomètres de chez eux. Dans un magasin de fournitures pour le jardinage, j'achète 1,5 litre d'anti-herbe, de l'anhydrite arsénieux à 25%, sans goût et sans odeur. On pourrait très bien croire que c'est de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Arrivé sans hâte à la rue des Hobson, je souris. J'ai eu tort de craindre qu'on me remarque. La chaussée est un véritable chantier encombré d'hommes et de matériel noyés dans le tintamarre des marteaux pneumatiques. Un coup de chance inespéré. La chance me sert encore dans l'arrière-cour des Hobson, car je parviens à soulever sans difficulté le pêne de la porte à l'aide de mon canif suisse. Le reste n'est qu'un jeu d'enfant. J'enfile des gants et j'ouvre le compartiment à glace du frigo. Il contient 4 casiers à glace que je vide dans l'évier et que je remplis de désherbants. Un frisson me secoue les épaules, me laissant un sentiment de chaleur et de joie. Exactement comme la veille, quand j'ai vu monter les premières flammes en soufflant sur les cendres rougeoyantes de la pipe du vieux Mike, au fond de la corbeille à papier. Désormais, Charles Hobson est un homme mort. Au départ, j'avais pas l'intention de me rendre à son rendez-vous, mais à mesure que la journée avance, je me dis qu'Hobson risquerait de s'impatienter et de prendre le téléphone plutôt qu'un verre. Mieux vaut ne pas manquer le rendez-vous. À 4h10, je gare ma voiture au bas de la rue où les ouvriers sont toujours en chantier. Je fais les quelques mètres qui me séparent de la maison et je sonne à la porte en sifflotant. « Oh, Jim !» s'exclame Madame Hobson. « Entrez donc !» Elle me prend la main et m'entraîne à l'intérieur. « Quel plaisir de vous voir, cher Jim. Asseyez-vous. Charlie est en haut. C'est atroce, n'est-ce pas ?» Pardon, qu'est-ce qui est atroce? Cet incendie. Mais non, parlons plus. Puis-je vous offrir un verre? Oui, volontiers, Madame Hobson. Un whisky, si vous avez... Oui, avec de l'eau et pas de glace. Vous voyez, je me souviens, dit-elle en quittant la pièce. La masse d'Hobson apparaît sur le seuil du salon. Comme d'habitude, il sourit. Chérie, apporte-moi un verre, tu veux? Vous me semblez de meilleure humeur que ce matin, mon cher Jim. Oui, Charles, je me suis dit que vous aviez raison. Nous voici en vacances.
Sur ces entrefaites, Madame Hobson nous apporte nos verres. J'ai raison sur un certain nombre de points, cher Jim. En conviendrez-vous? Ne serait-ce que en ce qui concerne la nuit dernière. Je lui souris et je bois une longue gorgée avec lenteur pour le pousser à faire de même. Dans quelques minutes, tout sera fini. Effectivement, vous n'avez pas tort pour la nuit dernière, Charles. Excellent, votre whisky. Mais qu'est-ce qu'il attend pour boire aussi, ce gros porc? Oui, excellent. C'est du 12 ans d'âge, dit-il en faisant teinter les glaçons. Navré que vous ayez dû monter à pied jusqu'ici, cher Jim. Cette chaussée défoncée... Ah oui, oui, renchérit sa femme. Nous serons sans doute obligés de dîner dehors ce soir, Charles. Ah bon? Fait Hobson. Pourquoi? Je ne pourrai pas faire la cuisine, Charles. L'eau est coupée à cause de ces fichus travaux. Comment? Il n'y a pas d'eau? Non, Charles, elle a été coupée cet après-midi. Mais je ne me suis pas laissé prendre au dépourvu. J'ai fait fondre tout un plateau de glaçons, rien que pour Jim. Quoi? Eh bien oui, pour que vous ayez quand même votre whisky à l'eau. C'est ainsi que vous l'aimez, n'est-ce pas, cher Jim? Oh non! Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe, Jim? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jim! 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 Que voulez-vous que je réponde à cette voix de plus en plus lointaine? À ce gros type de plus en plus flou? Que voulez-vous que je réponde? À votre santé, Charles? Comme toutes les semaines, Milton Dunkle se rend au bureau de poste pour expédier à son ex-femme le mandat de sa pension alimentaire. Mais aujourd'hui, le tableau d'affichage retient particulièrement son attention. En effet, les photos, face et profil qui sont accrochés, lui ressemblent d'une manière, d'une manière frappante. Pour en avoir le cœur net, Milton s'approche de plus près et il constate que l'homme est recherché par le FBI pour de nombreux délits. Attaque à main armée, hold-up, possession illégale d'armes à feu, transport de marchandises volées, voies de fait envers des représentants de la force publique, etc., etc. Une sacrée carte de visite. Cet avis de recherche concerne un certain Gérard Dinclair. À la lecture du nom, Dunkle sursaute et lâche un juron, puis il continue à lire. Âge, 34 ans, taille 1,85 m, cheveux châtain clair, yeux gris, signe particulier, une balafre en horizontale sur tout le front. Dunkle s'arrête net et relit la fiche une seconde fois. Mis à part la balafre, cette description lui va comme un gant. Les photos ressemblent étrangement à celles de sa carte d'identité, photos qu'il s'était fait faire pour travailler au chantier naval de la ville. Puis Milton lit le numéro de sécurité sociale inscrit sur la fiche de Dunclair. C'est le même numéro que celui figurant sur sa propre carte. Quel salaud! Marmonne Dunkle. Puis il continue à lire la fiche.
Antécédent, 2 arrestations dans le district de Columbia pour vol à main armée. 2 condamnations, dont une de 5 ans. Attention, cet homme est dangereux. La fiche semble plutôt récente, remarque Milton, en voyant la date accolée à l'avis de recherche. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'il la remarque. Soudain, Milton est envahi d'un drôle de sentiment, d'un sentiment de culpabilité. Il s'assure que personne ne l'observe et, d'un geste rapide et précis, il arrache la fiche qu'il enfouit dans la poche de son pardessus. Puis, il va tranquillement jusqu'à la boîte aux lettres et y glisse le mandat pour son ex-épouse, Agnès. En revenant chez lui, Milton est déprimé. D'abord, pour avoir encore une fois déboursé une grosse somme pour son ex-épouse, et puis cet avis de recherche qui lui brûle les poches. Il doit y en avoir dans tous les bureaux de poste du pays, et sa tête, ou tout au moins ce qui ressemble étrangement à sa tête, doit être fichée dans tous les commissariats. D'ailleurs, au croisement, il a nettement l'impression que l'agent qui règle la circulation le dévisage bizarrement. Milton relève instinctivement le col de son manteau. Arrivé chez lui, Milton accroche son pardessus à un clou dans le réduit qui lui sert d'entrée, enjambe le journal étalé par terre et ouvert à la page des petites annonces pour se diriger vers le réchaud à alcool sur lequel il pose la vieille bouilloire. Puis, il va chercher la fiche dans la poche de son pardessus et, d'un air rêveur, il la contemple, allongée sur son divan miteux. Quand a-t-il vu Gérard Dinclerc pour la dernière fois? Il y a environ 10 ans. Oui, c'était bien avant son malheureux mariage avec Agnès, 7 ans auparavant. Milton, ce matin-là, est à la cafétéria. Il fait patiemment la queue avec son plateau. L'homme qui est devant lui l'intrigue. Il ne le voit que de dos, mais, comment dire, le contour de sa tête, ses oreilles, sa silhouette ont quelque chose de familier. Et puis quand l'homme dit « une double portion d'œufs brouillés », c'est le déclic. Cet homme a la même voix, la même allure que lui. Quand il voit son profil, Milton croit se voir et puis s'entendre. Et quand il commande à son tour une double portion d'œufs brouillés, là, c'est l'autre qui se retourne, ses yeux reflétant la plus grande surprise. À la cicatrice qu'il porte au front, Milton reconnaît son cousin. « Ça alors !» dit Gérard. « Ce bon vieux cousin Milton. »« C'est bien toi, Gérard ?»« Eh, en chair et en os. »« Tu habites le quartier ?»« Non, je fais que passer. Je suis dans les transports routiers, alors tu comprends. Je vais, je viens. » Oui. Aujourd'hui, Milton comprend, oui, avec ce qu'il vient d'apprendre. Gérard voulait sûrement parler de vol à main armée. En bavardant, Milton lui avait parlé de son job au chantier naval, et puis il se souvient aussi de la gêne de cette conversation, car les personnes qui y assistaient les regardaient amusées par la troublante ressemblance. « Tu es marié ?» avait demandé Milton. « Fiancé ?» avait répondu Gérard. « Bah, tu te souviens de Milty Davis, un sacré châssis, hein? Tu te souviens ?» Milton se souvenait très bien de Milty Davis. La bouilloire se met à siffler. Milton va préparer son thé. Milty Davis était un sacré beau brin de fille de 16 ans. Quel âge peut-elle bien avoir aujourd'hui? 31? 32? Si elle est encore en vie, bien sûr. Mariée ou divorcée de ce... La sonnerie du téléphone interrompt sa rêverie. Milton regarde sa montre. 16h23. Qui peut bien l'appeler à cette heure-ci? N'a pas envie de répondre. Néanmoins, à la 7e sonnerie, Milton décroche. « Monsieur Milton Dackel ?» demande la voix d'une standardiste. « Oui, c'est moi. »« J'ai un appel pour vous en PCV, de Portland, dans le Maine. L'acceptez-vous ?»« De Portland ?»« Non, surtout pas. Veuillez ne pas quitter, monsieur. » La voix de la préposée se fait un court instant lointaine, puis revient lui parler. « Votre correspondant annule le PCV, je vous passe la communication. »« Espèce de sale radin !»
lance une voix nasillarde qui ne peut être que celle d'Agnès. Dis-moi, Agnès, il n'y a rien dans notre convention de divorce qui stipule que je sois obligé de payer pour écouter tes sornettes. Je paye, au contraire, pour ne plus avoir à entendre le son de ta voix. Et n'oublie pas que c'est toi qui payes. Alors dépêche-toi de me dire ce que tu veux. Mon mandat. Ton mandat, il est parti ce matin. Ah bon? Tu m'envoies combien? 25. Quoi? Tu te fiches de moi, Milton? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Écoute-moi, Agnès, écoute-moi bien. Je suis sans travail depuis 4 mois. Mais en quoi? Tu touches des allocations de chômage, non? Non, plus maintenant. Maintenant, je fais autre chose. Des hold-up, par exemple. Ah, très drôle, Agnès. Non, c'est pas drôle. Tu sais ce que j'ai vu à la poste l'autre jour? J'en croyais pas mes yeux. Une photo de toi, accompagnée d'un avis de recherche. Dommage que, finalement, c'était pas toi, puisqu'il s'appelle Gérard, et qu'il a une cicatrice sur le front. Mais je suis sûr que ce salopard est un parent à toi. C'est tout ce que t'avais à me dire, Agnès? Ouais, c'est tout. Alors, salut. Et il raccroche. En allant à son travail ce soir-là, oui, car en fait, il a trouvé un job au motel Dollars, mais il a préféré ne pas en parler à Agnès. Milton, donc, en allant à son travail ce soir-là, ne peut s'empêcher de penser à son cousin Gérard, à tous ses week-ends et à ses vacances à Queensport chez ses grands-parents. Gérard lui a toujours été antipathique. Il était arrogant et vaniteux, alors que Milton, lui, était timide et maladroit. Gérard était le préféré de tout le monde. Avant qu'il ne vienne à Queensport, Milton considérait Milty Davis comme sa petite amie. Gérard, en arrivant, en avait décidé tout autrement. Les deux garçons s'étaient battus dans la grange pour les beaux yeux de Milty Davis. Gérard tenait une faucille et menaçait Milton de lui trancher les mains quand ce dernier vit un manche de bois qui dépassait d'une brouette. En geste de défense, Milton se servit de cette arme et il blessa Gérard au front. Milton pense à toute cette période de sa vie quand il pénètre dans le hall du motel Dollars. Edna, la comptable, est assise au bureau de réception. « Oui, Charlie ?» demande Milton. « À la cafétéria. » répond-elle sèchement. « Ah, Monsieur Magruder veut vous voir immédiatement. Il vous attend dans son bureau. »« Ah bon? Vous savez pourquoi ?» demande Milton. « Non, non. » dit-elle. Milton la dévisage d'un air inquisiteur. Il se tourne et prend la direction du bureau directorial. Magruder a-t-il vu l'avis de recherche placardé à la poste? Bien sûr, c'est possible et même plus que probable. N'importe qui, même Agnès l'avait bien remarqué. Que se passe-t-il? Tout le pays est-il déjà aux trousses de Milton? Milton Dunkel est poursuivi par l'image de son cousin Gérard, un type dangereux et recherché qui n'a pas fini de lui causer des ennuis. Milton frappe discrètement à la porte. Une voix bourrue lui ordonne d'entrer. « Vous voulez me voir, monsieur Magruder ?»« Oui, monsieur Dunkel, pour vous signifier votre congé. Voilà !» dit le gros homme, avançant vers Milton une mince enveloppe. « Tout y est. Évidemment, pas d'indemnité, pas de préavis, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous savez très bien pourquoi. Voilà. Et maintenant, fichez-moi le camp et que je ne vous revoie plus. »« Mais, monsieur, » dit Milton, « enfin, je ne vois pas, je ne comprends pas. »« Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous prie de ficher le camp d'ici au plus vite. » Milton prend l'enveloppe et sort du bureau, groggy. Milton cogite une dizaine de minutes sur la façon dont il va s'y prendre. Puis, il décroche le téléphone et demande M. Edward Davis à Queensport. Après quelques minutes d'attente, Milton entend une voix aigrelette à l'autre bout du récepteur. « Bonjour, madame. Êtes-vous madame Davis, la mère de Milty Davis ?»« Oui, oui, c'est moi. Qui êtes-vous, monsieur ?»« Je suis Harris, George Harris. J'étais un camarade de classe de votre fille. Voilà, il va y avoir une réunion des anciens élèves le mois prochain. Nous espérions que Milty pourrait y assister. »« Ma fille n'habite plus ici, monsieur. Maintenant, elle vit à Stamford. »« Ah, et vous avez son adresse à Stamford, madame, s'il vous plaît ?»« Non, non, je n'ai que son téléphone. Attendez une minute, je vais vous le donner. »
La vieille dame énumère consciencieusement le numéro de téléphone, puis ajoute « Quand vous l'aurez au bout du fil, dites-lui donc de venir nous voir un de ces jours. »« Je n'y manquerai pas, madame. Merci. Au revoir, madame. » Milton appelle une nouvelle fois le standard et demande le numéro de Milty Davis à Stamford. La sonnerie se fait entendre un long moment. L'opératrice est en train d'annoncer à Milton que personne ne répond quand une voix d'homme décroche enfin. « Ouais, qu'est-ce que c'est ?» dit une voix peu aimable. Bonjour, monsieur, je voudrais parler à mademoiselle Davis, s'il vous plaît. »« Elle est pas là, elle bosse dans la journée, » dit l'homme en raccrochant. Milton compose alors le numéro de l'interurbain et demande l'adresse correspondant au numéro qu'il vient d'appeler, pratique courante aux États-Unis. Il l'obtient sans difficulté. 2 heures plus tard, Milton est dans l'autobus direction Stamford. Il emporte une vieille valise. Dedans, une chemise et un revolver qu'un prêteur sur gage lui a échangé contre sa télé. Il n'a jamais eu d'arme à feu auparavant. Mais ce calibre 32 le rassure en quelque sorte. Milton est persuadé qu'il va en avoir besoin. Pendant le trajet, Milton se sent de plus en plus léger. Il se dit qu'enfin, il va se libérer de cet énorme fardeau qui l'empêche de vivre depuis trop longtemps. À travers la vitre, il admire les paysages enneigés, le cœur gonflé d'espoir. Quand il aura réglé cette affaire, tout ira bien. En posant le pied sur le sol de Stamford, Milton se sent parfaitement bien. Il prend un taxi et se fait conduire chez Milty Davis. Un quartier pauvre, une maison en bois délabrée au milieu d'autres maisons en bois délabrées. La façade est peinte en jaune canari. Sur une pancarte fixée à la porte d'entrée, on peut lire « Chambre meublée à louer ». Milton sonne plusieurs fois avant de voir apparaître un souillon aux yeux délavés qui, il y a très longtemps, avait dû être une femme. « Il n'y a pas de chambre de libre !» annonce-t-elle, l'haleine parfumée à la bière. « Je ne veux pas de chambre, madame, je cherche Milty Davis. »« Oh, fallait le dire, vous avez l'heure ?» 15h45, pourquoi ? Parce qu'elle quitte son boulot à 15h, voilà pourquoi. Ah bon, alors elle ne va pas tarder. Oui, elle sera là dans quelques heures, ajoute le souillon. Pour le moment, elle doit être chez Friard. C'est pas loin. Vous prenez par là, à gauche, c'est le premier bistrot du coin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le Friard pue le sordide de l'alcool rance. Sur 3 tabourets, 3 types noient leur chagrin. Le barman, appuyé sur le comptoir, regarde un match de baseball à la télé. Toutes les tables sont dans la pénombre. Milton s'avance dans cette direction. Soudain, dans son dos, il entend « Ah, mon Dieu, c'est pas possible !» Milton se retourne et dans la demi-obscurité, il voit une silhouette qui se lève et qui s'approche de lui. La femme le regarde hébété. « Milty Davis ?» demande Milton, lui aussi sous le choc. « Ah, mon Dieu !» répète la femme. « Gérard, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas possible, c'est pas croyable. » « Non, je ne suis pas Gérard, je suis Milton. Tu te souviens de moi, Milty? Je suis Milton Dunkel. » La silhouette s'affaisse et semble se recroqueviller d'un seul coup. « Je peux m'asseoir ?» demande Milton. Pas de réponse. Il s'installe en face de Milty. Grâce à la lumière de l'abat-jour, il distingue mieux ses traits. Ses yeux, autrefois pétillants, sont à présent vides et cernés. Le modelé de son visage est flasque et gras. Le tout est couronné d'une tignasse rousse. Il n'en reste rien, absolument rien, de la belle jeune fille d'autrefois. « Je dois avoir ma dose, » dit-elle. « Là que j'ai des hallucinations. » Non, Milty. C'est bien Milton qui est devant toi, et pas Gérard. Milton sort l'avis de recherche de sa poche. « Regarde, Milty, regarde. Ça, c'est Gérard. »
dit-il en pointant le doigt sur l'affiche. Non, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, mais regarde, là, il a une cicatrice au front, hein? Pas moi. Milty fixe l'avis de recherche d'un œil absent. Tu te souviens, Gérard, l'année dernière, l'opération avait drôlement bien réussi, hein? Pouf! Plus de balafre. Ah ça, tu les as possédés jusqu'au trognon, hein? Et puis, quand tu t'es fait brûler le bout des doigts pour effacer tes empreintes, c'était fort, hein? C'est ce qu'on voulait, pas vrai? Seulement, on n'en a jamais profité. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades, Milty? Hein? Je te reconnais bien là, hein? Toujours aussi lâche, Gérard. Mais je ne suis pas Gérard, je suis Milton. Milton est mort, répond-elle en levant son verre. Non, Milty, non, Milton n'est pas mort, il est assis en face de toi. Maintenant, veux-tu me dire où se trouve Gérard? Hein? Il faut que je le retrouve à tout prix. Si tu veux vraiment retrouver Gérard, mon chou, si tu veux vraiment retrouver cet enfant de salaud, va faire un tour au cimetière de Red Bank, New Jersey. Tu le trouveras. Milty, tu veux dire qu'il est mort? Oui, mort et enterré, il y a plus de 7 mois. Voilà, c'est pour ça que personne n'a jamais réussi à lui mettre le grappin dessus. Gérard a tout prévu. T'es vraiment fortiche, Gérard. Mais puisque je te dis que je ne suis pas Gérard, je suis Milton Dunkel. Écoute-moi bien, mon chou. Sur la pierre tombale, on peut lire C.J. Milton Dunkel. C'est ça qui est écrit en toutes lettres. Va vérifier toi-même si tu me crois pas. Tu peux aussi aller consulter l'acte de décès si ça te chante. Je le sais bien puisque j'ai tout fait comme il m'a dit. Avant de mourir, ce salopard trouvait sa petite mise en scène plutôt marrante. Le rimel coule sur les joues de Milty. Milton la regarde, amer. Puis il replie l'affiche. Ainsi, Milton Dunkel est mort. Et Gérard Dinclair continue à vivre. Comme dans un mauvais rêve, Milton se lève péniblement. Hé, où tu vas, mon chou? Demande Milty. J'ai affaire. Au fait, il faudrait qu'un de ces jours tu passes à Queensport, voir ta vieille. Je t'en supplie, Gérard, me quitte pas, ne pars pas. Adieu, Milty. Je n'ai pas le choix. Dehors, le froid est sec et pénétrant. Milton relève le col de son manteau, fourre les mains dans ses poches et se dirige vers l'arrêt des autobus, tout en repensant à tout ce qui, jusqu'à ce jour, le poursuivait sans qu'il le sache. Le FBI, tous les flics du pays, Agnès, sa pension, son avocate, les juges, les huissiers. Finalement, se dit-il, il vaut peut-être mieux être recherché par tout le monde qu'être ignoré de tout le monde. Il caressa amoureusement la crosse de son P-32. Une nouvelle vie commençait pour lui.